Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le chapitre 6 de Robinson Crusoe. Chapitre 6, un coup de canon. Pendant plusieurs mois, mon guet de chaque matin sur la colline se trouva inutile. Je ne l'en continuais pas moins pourtant. S'il n'y avait pas eu pour moi cette crainte des sauvages, j'étais si accoutumé à mon île et à mon genre de vie que j'aurais volontiers consenti à passer là tout le reste de mes jours. J'y serais mort sans plainte, comme le vieux bouc dans la caverne. Je m'étais ménagé quelques distractions et quelques amusements qui faisaient passer le temps plus vite et plus agréablement qu'autrefois. Paul était devenu mon meilleur ami, et il avait si bien appris à parler que c'était pour moi un grand plaisir de l'entendre. Fou et Paf étaient morts, tous deux de vieillesse, et je les avais beaucoup regrettés, surtout mon fidèle chien qui, n'ayant pas trouvé de compagne de sa race, n'avait pu se reproduire. Mais les arrière-petits-enfants de Foun, au nombre de 3, mettaient de l'animation au château. Et comme je gardais toujours autour de moi 2 ou 3 chevreaux domestiques que j'avais habitués à manger dans ma main, j'avais encore un nombre respectable de courtisans. Ce fut au mois de décembre de la 24e année de mon séjour, moment qui m'appelait presque toujours au champ, que, sortant de très bonne heure un matin, j'aperçus la lueur d'un feu sur le rivage. Il n'y avait pas de doute, des sauvages étaient installés à 2000 environ, mais non plus vers l'extrémité de l'île où j'avais déjà remarqué leur présence. C'était cette fois du côté où j'habitais. Je m'arrêtai court, tout effrayé, songeant que ces sauvages pouvaient découvrir ma moisson que j'étais en train de couper et faire tous leurs efforts pour venir à bout de l'habitant de l'île. Je me glissai au sommet de la colline et, là, couché à plat ventre par terre, je braquai ma longue vue vers le groupe des sauvages. Ils étaient 9, assis en rond autour d'un petit feu. Et sans doute prenaient-ils part à quelque repas cannibale. Et célébraient-ils une réjouissance, car, après s'être rassasiés, je les vis se mettre à danser avec beaucoup de contorsions et de gesticulations. Au bout de 2 heures, ils se rembarquèrent dans les 3 pirogues qui les avaient emmenés, et du haut de mon observatoire, je vis s'éloigner les embarcations. Quand je fus certain de leur départ, je me rendis à mon champ pour rentrer ma moisson, mais je travaillai le cœur plein d'inquiétude et l'esprit obsédé. Je commençai à faire en imagination des préparatifs de défense et, le soir, quand je retournai au château, je visitai avec plus de soin encore que de coutume l'installation de mes fusils. Cependant, un vent furieux s'était levé et la mer était démontée. Le fracas des vagues qui s'écroulaient sur les rochers, les lugubres sifflements de la tempête ajoutaient encore à l'inquiétude de mon âme. Mes chats se pelotonnaient dans un coin, les oreilles en arrière, les râperaient. Les chevreaux bêlaient plaintivement et Paul, le loquace, laissait pendre sa tête avec langueur et sans mot dire. Soudain, un coup de canon retentit. Je me dressai sur mes pieds. Le canon ? Il y avait là, perdus en mer, réclamant du secours, des Européens, des hommes comme moi. En 2 secondes, j'escaladai ma palissade et courus au rivage. L'obscurité m'empêchait de rien distinguer. Cependant, je crus voir, à travers l'embrun des vagues, des feux de position qui vacillaient. Bientôt, une grande lueur fusa et j'entendis un second coup de canon. Que pouvais-je pour aider ces marins en perdition ? Rien que de leur montrer qu'une côte hospitalière était là et qu'ils y seraient secourus. Je déchargeai par 2 fois mon fusil dans la direction où j'avais vu la flamme du coup de canon. Puis, rassemblant en hâte tout le bois sec que je pus trouver aux alentours, je mis le feu à ce bûcher. Le bois s'embrasa facilement et, aidé par le vent, il flamba à merveille. On l'aperçut certainement du navire car j'entendis aussitôt plusieurs coups de canon. J'entretins mon feu toute la nuit, jusqu'à l'aube, et, quand il fit grand jour, je montai sur la colline pour découvrir un plus vaste horizon de mer. J'aperçus tout de suite, vers la base ouest de l'île, sur des rochers à fleur d'eau, la carcasse d'un navire échoué. La mer était presque entièrement calmée, et d'instant en instant, la houle diminuait. Je contemplais avec tristesse ce vaisseau qui était venu terminer sa destinée contre ces récifs, jetant à la mer vorace la vie de ses matelots. Je redescendis sur le rivage et, de roche en roche, je me dirigeai vers la pointe de l'île la plus rapprochée du lieu du naufrage. Je pointai ma longue vue vers la grosse masse noire qui inclinait sur le côté les tronçons de ses mâts. Et je vis s'agiter une ombre sur le pont disloqué. Je courus à ma pirogue. Il y avait une vie à sauver sur cette épave. En moins d'1 heure, j'avais tout préparé pour mon expédition. J'avais pris une bonne quantité de pain, un grand pot d'eau fraîche, une corbeille pleine de raisins et une bouteille de rhum. De plus, je m'étais muni d'une boussole et de mes armes, sans oublier mon parasol car le soleil était brûlant.
Je me mis en route et, pagayant le long du rivage, je profitai d'un courant qui me mena droit au récif. Je savais par expérience, car j'avais plusieurs fois fait des excursions avec ma pirogue de ce côté du littoral, que je trouverais pour revenir, au moment de la marée basse, un contre-courant qui me ramènerait forcément de l'autre côté de la pointe. Au bout de 2 heures, j'atteignis le navire. C'était, d'après sa construction, un galion espagnol. Il était en piteux état. Sa poupe et son flanc droit étaient en pièces, son grand mât brisé au ras du pont. Le beaupré et l'avant qui sortait de l'eau avaient résisté, encastrés qu'ils étaient entre 2 masses de rochers. Au moment où ma pirogue n'était plus qu'à quelques encablures du bateau naufragé, un long aboiement retentit, et un grand chien noir, se jetant à la mer, nagea vers moi de toute la vigueur de ses pattes. Je l'attrapai par un collier qu'il portait et l'aidai à grimper dans ma pirogue. La pauvre bête était exténuée de faim et de soif. Je lui donnai un de mes pains, qu'il engloutit comme un loup vorace qui a jeûné pendant 15 jours dans la neige. Ensuite, je lui mis un peu d'eau fraîche dans une écuelle, et Turco, j'avais lu son nom sur son collier, après s'être ainsi restauré, commença à battre amicalement de la queue et à lécher mes mains. Je compris que ce chien était le seul occupant vivant du navire, et je ne pensais plus à visiter l'épave que pour ce que j'en pourrais tirer pour moi. Je me hissai à bord, et le premier spectacle qui frappa ma vue fut, sur le gaillard d'avant, les corps de 2 matelots aux bras raidis, au regard d'épouvante. Ils étaient encore attachés par la ceinture à un tronçon de mât. Sans doute avaient-ils espéré résister mieux ainsi aux furieux coups de mer, mais les vagues les avaient étouffés au lieu de les emporter. Je détournai la tête avec émotion, et je commençai à visiter la partie du navire qui avait résisté. Toutes les marchandises que je pus voir étaient avariées. Je trouvai cependant, arrimés dans la cale, quelques tonneaux de liqueur, mais ils étaient trop gros pour m'en saisir. Je me rabattis sur plusieurs coffres qui me parurent avoir appartenu à des matelots, et j'en transportai 2 dans ma barque, remettant à plus tard le soin d'examiner ce qu'ils contenaient. Si la poupe n'avait pas été brisée, je suis sûr que j'y aurais trouvé un riche butin en or et pierreries, mais ce trésor était à jamais perdu pour tout le monde, et le galion ne porterait pas vers l'Espagne les richesses de l'Eldorado. Qu'était devenu l'équipage? J'imaginai diverses solutions, mais rien ne vint les confirmer alors, et je me hâtai de charger ma pirogue afin de profiter du contre-courant que le changement de marée était en train d'établir. Outre mes coffres, je ramenai un petit tonneau plein de 20 galions de liqueur, plusieurs fusils et une grande poire à poudre de 4 livres. Je pris aussi une pelle et des pincettes qui me manquaient beaucoup, 2 chaudrons de cuivre, un gril et une chocolatière. Muni de toute cette cargaison, Turco à côté de moi, je me dirigeai vers l'île, que j'atteignis non sans quelques efforts 3 heures plus tard, harassé et épuisé de fatigue. Je résolus de ne point porter mon chargement au château, mais dans ma nouvelle caverne, ce que je fis après m'être restauré et après avoir donné au chien une seconde ration de pain qu'il avala avec non moins d'avidité que la première fois. Je fis l'inventaire du tonneau et des coffres. Le tonneau contenait du rhum, d'assez mauvaise qualité, mais que j'accueillis avec plaisir cependant, car je n'en avais presque plus. La première caisse renfermait un beau coffret où se trouvaient des flacons précieux, tout garnis d'argent et contenant des eaux cordiales, fines et très bonnes. 2 pots d'excellente confiture, si bien touchés que l'eau n'avait pu y pénétrer. De fort bonnes chemises qui furent les bienvenues, et environ une 12 et demie de mouchoirs de toile blanche et de cravates de couleur. Enfin, lorsque j'arrivai au fond du coffre, je trouvai 3 grands sacs de pièces d'or et d'argent, 6 doublons d'or enfermés dans du papier et de petits lingots d'or qui pesaient à peu près 1 livre. Dans l'autre coffre, il y avait quelques vêtements, mais très usés, sans doute appartenaient-ils à un matelot plus pauvre que le premier. Somme toute, ce voyage me fit acquérir peu de choses qui me fut d'un très grand usage. Car, pour l'argent, il était pour moi d'aussi peu de valeur que le sable du rivage. Je l'aurais échangé volontiers contre 3 ou 4 paires de souliers anglais dont j'avais grand besoin. Depuis bien des années, j'étais réduit à m'en passer, et ce m'était une vraie privation. Après avoir tout mis en lieu sûr, je retournai à mon embarcation, que je ramenai en pagayant dans sa rade ordinaire. Puis, suivi de Turco, je revins en hâte à ma demeure, où je retrouvai tout dans la paix et dans l'ordre. Mon nouvel hôte, le chien naufragé, s'habitua très vite à moi et à nos compagnons. Il me suivait partout et me fut toujours très fidèle. Il avait pris au repas la place de Paf et se montra digne de son prédécesseur pour son attachement à ma personne et à mes biens. Ma vie reprit donc son cours, se partagea entre mes divers travaux, mes repas et mes promenades. Mais je demeurai toujours prudent,
bordant mon existence à la partie orientale de l'île, où j'avais la presque certitude que les sauvages ne venaient pas. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous trouverez le chapitre 7 demain à 18 heures. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça et liker si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye.